Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Ouverture d'une information judiciaire pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. 2 semaines après les attentats qui ont frappé Paris et sa banlieue, l'enquête avance rapidement. On fera le point sur les réquisitions du parquet dans ce journal. Le plan de François Hollande pour la transparence de la vie publique, plus de vérifications avant les nominations, nouvelles règles de déontologie et renforcement de la citoyenneté. Ces annonces ont-elles convaincu les parlementaires? Débat à suivre dans cette édition. La répartition des compétences entre les nouveaux échelons territoriaux, toujours en débat au Sénat. Les régions vont-elles avoir la main mise sur les politiques publiques en matière d'emploi? Reportage en Aquitaine où l'idée fait déjà son chemin. Les honneurs de la République pour Lassana Bathily, le héros de l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Cet employé d'origine malienne est devenu français. Il a reçu un passeport il y a un peu moins d'1 heure lors d'une cérémonie organisée par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Le 9 janvier dernier, il avait sauvé la vie de plusieurs personnes en les cachant dans une chambre froide du magasin, les protégeant ainsi du dessein meurtrier d'Amédi Koulibaly. Et l'enquête sur les attentats avance. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour assassinat et a requis la mise en examen et le placement en détention provisoire des 4 suspects. Le point avec Jérôme Bonnard. Âgés de 22 à 28 ans, les 4 suspects mis en détention font partie des 12 interpellés en région parisienne la semaine dernière. Depuis plusieurs jours, les enquêteurs cherchent à savoir si ces derniers ont apporté un soutien logistique en armes et en véhicules aux terroristes, et notamment à Amédi Koulibaly, qui a tué une policière municipale le 8 janvier à Montrouge, puis 4 personnes le lendemain dans un supermarché cachère à la porte de Vincennes. De nombreux éléments ont orienté les policiers sur ces pistes. Armes automatiques retrouvées dans l'hypercachère et qui auraient été utilisées contre le jogger de Fontenay-aux-Roses, traces ADN, écoutes téléphoniques et filatures. Cette enquête de grande ampleur se poursuit autour d'éventuelles complicités, avec plusieurs questions en suspens. Les frères Kouachi et Amédi Koulibaly étaient-ils au cœur d'un réseau djihadiste français très organisé? Certains de leurs proches ont quitté la France quelques jours avant l'attentat contre Charlie Hebdo. Un homme proche des frères Kouachi avait été arrêté en Bulgarie 1 semaine avant les attentats. Fritz Joly Joachim sera extradé vers la France prochainement. Enfin, les tueurs détenaient un impressionnant arsenal d'armes et du matériel militaire. Selon certains médias belges, une partie des armes utilisées dans les attentats à Paris auraient été achetées en Belgique, où de nombreuses interpellations ont aussi eu lieu ces derniers jours. Et 5 Tchétchènes russes ont été interpellés hier soir à Béziers, tous inconnus des services antiterroristes. Pour l'heure, on ne sait pas si un projet d'attentat était en cours. Manuel Valls n'a pas mâché ses mots lors de ses vœux à la presse, des mots forts pour, je cite, être entendu. 2 semaines après les attentats, le Premier ministre a estimé qu'il existait en France un apartheid territorial, social et ethnique. On l'écoute. Ces derniers jours ont souligné beaucoup des maux qui rongent notre pays ou des défis que nous avons à relever. Et à cela, il faut ajouter toutes les fractures, les tensions qui couvent depuis trop longtemps et dont on parle uniquement par intermittence. Les émeutes de 2005, qui aujourd'hui s'en rappellent, et pourtant, stigmates sont toujours présentes. La relégation périurbaine, les ghettos, ce que j'évoquais en 2005 déjà, un apartheid territorial, social, ethnique qui s'est imposé à notre pays. Et notre invité ce soir, Philippe Esnol, bonsoir. Vous êtes sénateur RDSE des Yvelines. Est-ce que vous partagez ce soir l'analyse du Premier ministre qui parle d'une France dans laquelle existe un apartheid social, ethnique et territorial? Oui, complètement, oui. Je crois qu'il a complètement raison. C'est un constat que j'ai fait moi-même il y a longtemps aussi. Je crois qu'il parlait de 2005 et même avant. Et je pense que là aussi, j'avais fait ce constat-là en expliquant à l'époque qu'il fallait tout mettre en œuvre pour essayer de casser ces ghettos, déjà à l'époque. Et qu'il y avait une politique d'aménagement du territoire sérieuse à mettre en œuvre pour y arriver. Sinon, on courait effectivement à de grosses difficultés. Vous étiez à l'époque maire de Conflans-Sainte-Honorine. Vous aviez déjà tiré la sonnette d'alarme sur la montée, selon vous, du fondamentalisme religieux. Pourquoi n'avez-vous pas été entendu, selon vous? Alors, est-ce que j'ai
pas été entendu, je ne sais pas. Je pense que l'actuel Premier ministre, par exemple, m'avait entendu et je pense que ce sont des dossiers qu'il a bien en tête depuis de longues années. Mais il faut reconnaître que pendant longtemps, on a été quelque peu marginalisé dans notre propre formation politique à l'époque, qui était le Parti socialiste, et un peu aussi par la gauche, quand on avait le courage de tenir ces discours-là, qui sont des discours de lucidité et de vérité. C'est-à-dire un recul de la laïcité dans certains quartiers, c'est ce que Oui, il y a eu beaucoup de petits renoncements, ici ou là, d'aménagements avec la laïcité, avec les règles républicaines, que ce soit à l'école, que ce soit dans les équipements sportifs, que ce soit dans les tenues vestimentaires, un peu partout, etc. Et un petit nombre de renoncements accumulés comme cela au fil du temps, avec en plus un travail souterrain qui s'est fait de plus en plus discret, mais de plus en plus efficace de par les fondamentalistes dans nos villes et dans nos banlieues, amène à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Vous êtes exprimé récemment dans la presse et vous aviez dit que vous aviez eu des consignes pour fermer les yeux, notamment sur le port de la burqa. Est-ce que vous maintenez ces propos? Ah non, j'ai jamais dit que j'avais eu moi-même des consignes pour fermer les yeux. J'ai dit que dans certains endroits, les forces de police avaient eu des consignes pour ne pas sanctionner, comme elles auraient dû le faire, les femmes qui se vêtaient de cette manière-là. Mais j'ai jamais parlé de moi directement. En revanche, vous avez dit que Conflans-Sainte-Honorine, ça ressemblait à l'Arabie Saoudite. Vous non, j'ai jamais dit ça. Vous les regrettez, non? J'ai jamais dit que Conflans-Sainte-Honorine ressemblait à l'Arabie Saoudite. J'ai cité le marché d'une autre commune dans les Yvelines, que d'ailleurs je n'aurais sûrement pas dû citer, puisque les élus m'ont appelé après cette interview pour me dire que ce que j'avais dit n'existait plus aujourd'hui. Mais je reste convaincu qu'à certains endroits, et d'ailleurs le Premier ministre vient de le dire, on a le sentiment effectivement de n'être plus tout à fait en France. Quelle doit être la réponse des autorités, la réponse du gouvernement? On sait qu'un député UMP, Alain Marceau, a parlé récemment d'une laïcité coercitive. Non, je ne crois pas qu'il y ait besoin d'adapter le concept de laïcité. Au contraire, à chaque fois qu'on a essayé de le faire, ça a pour but soit de faire apparaître la laïcité comme un épouvantail pour ceux qui sont religieux ou qui, en tout cas, souhaitent pratiquer une religion, soit ça a pour but de la dénaturer et de faire en sorte qu'elle ne soit plus vraiment respectée. Je crois qu'une laïcité bien comprise, ça permet à chacun de pratiquer sa religion dans la sphère privée, et ça permet aussi à ceux qui n'ont pas de religion et qui ne souhaitent pas en avoir, de vivre tranquillement, et tout ça dans le respect et la tolérance les uns des autres. C'est ça la laïcité. Est-ce que le Parti socialiste est mal à l'aise avec ces questions? Vous-même, vous le disiez, vous avez quitté le PS. J'ai eu la sensation à plusieurs reprises, et je l'ai dit d'ailleurs à l'époque quand j'ai quitté le Parti socialiste, que sur ce thème-là en particulier, il y avait un certain malaise, un certain nombre de renoncements, et malheureusement j'ai constaté qu'on avait, et y compris parfois à droite aussi, laissé un peu ce sujet qui est pourtant tellement important pour notre bien vivre en société aux extrêmes, et en particulier au Front National aujourd'hui. Je trouve ça extrêmement triste. On a pensé pendant longtemps qu'il fallait pas mettre de l'huile sur le feu, que finalement le creuset républicain allait faire son œuvre un peu de manière automatique, et on se rend compte malheureusement aujourd'hui que c'est pas du tout le cas et qu'il y a tout à reprendre. Merci beaucoup Philippe Esnol d'avoir été notre invité ce soir. François Hollande dévoile son plan pour la transparence. Il devait annoncer de nouvelles mesures le jour des attentats. Et il s'est donc prononcé ce matin à l'occasion des vœux aux parlementaires. Le détail de ces annonces avec Louis Sibylle. 9 jours. Thomas Thévenoud aura été le ministre le plus éphémère de la Ve République. Pendant plusieurs années, il avait, selon ses propres termes, oublié de déclarer ses impôts. Un scandale qui est resté au travers de la gorge de la République. Le président a de nouveau fait de la transparence publique un enjeu de son quinquennat. Pour éviter que des manquements ne soient connus postérieurement à l'entrée en fonction des intéressés, il devra être procédé à des vérifications avant toutes les nominations les plus importantes. Le président de la République veut étendre les nouvelles règles déontologiques à toutes les personnes de la fonction publique. Aujourd'hui, seuls les élus et certains hauts fonctionnaires sont obligés de déclarer leur patrimoine. Le chef de l'État veut aussi mieux encadrer les lobbies. Il souhaite rendre publiques toutes les interventions des groupes de pression. Des déclarations bienvenues pour les parlementaires de gauche. Le président de la République a raison de continuer à marteler le seul message qui est le nôtre depuis le début de ce quinquennat, qui est conforme avec ce qu'attendent les Françaises et les Français, à savoir de la transparence dans la vie politique, mais dans la vie publique, dans la vie économique. La droite, elle, est plus mitigée.
Par rapport à ce que dit le Sénat, je dirais même qu'on va moins loin dans ce que dit le président. Si la transparence se transforme en exhibitionnisme à l'initiative de quelques-uns, nous aurons une dégradation de la qualité du recrutement de la classe administrative et politique. Engagée il y a 27 ans, la transparence de la vie publique n'avance qu'à coup de scandale. Signe d'une certaine réticence des élus à s'engager résolument dans cette voie. Et on reparlera des annonces de François Hollande lors de ses vœux aux parlementaires. Parviendront-elles à empêcher une nouvelle affaire Thévenoud? Avec nos invités dans un instant. Bernard Poignant, conseiller spécial de François Hollande, était l'invité de Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat. Et il a appelé à ne plus faire de faux procès au chef de l'État. On l'écoute. Pour moi, il y a 3 procès qui devraient cesser. 3 procès. Pour le procès en légitimité de la gauche à diriger la France, parce qu'il a été fait quand même, puisque par Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, je me souviens, disant que la gauche a gagné par effraction. Non, elle a gagné par l'élection, ce qui n'est pas pareil. Et puis le procès en capacité de François Hollande à présider la France. Ce procès lui a été fait sans arrêt, y compris par son prédécesseur, pour essayer d'en saper les bases de sa personnalité. Et même le procès en légèreté gouvernementale et en amateurisme, souvenez-vous, ça a été fait à de nombreuses reprises. Et je pense que ces 3 procès-là, en légitimité pour la gauche, en capacité pour le président et en légèreté pour le gouvernement, sont à remiser au magasin des souvenirs. Preuve par 3 à revoir en intégralité sur Public Sénat ce soir à partir de 22h45. À présent, cette image, celle de ce déjeuner dans un restaurant du 17e arrondissement de Paris, sous l'œil des caméras, entre Nicolas Sarkozy et les anciens premiers ministres UMP. Parmi les convives, Dominique de Villepin, Alain Juppé ou encore François Fillon. Alors, de quoi ont-ils parlé? La réponse avec l'ancien premier ministre et sénateur UMP de la Vienne, Jean-Pierre Raffarin. La politique extérieure de la France, sur nos interventions, sur les relations avec la Russie, l'Iran, la Syrie, les pays africains, il y a un vrai consensus à l'UMP. Donc sur la politique étrangère, nous avons, je crois, dégagé des lignes de force et vous les verrez prochainement apparaître. On a assez peu parlé de l'UMP, je vous dis. 90% de politique étrangère, 10% de politique intérieure. Bon, disons que les 10% étaient denses. Merci. Les sénateurs à la découverte du monde de l'entreprise avec un premier déplacement hier en Vendée de la délégation sénatoriale qui s'occupe de ces questions alors qu'une commission spéciale pour examiner la loi Macron a été créée aujourd'hui à la Haute Assemblée. Les sénateurs ont pu se rendre compte sur le terrain des contraintes qui pèsent sur les entreprises et qui les empêchent selon eux de se développer. Reportage de Nathalie Guilloire. Trop de normes, trop d'obligations, c'est le message qu'ont voulu faire passer les entrepreneurs de Vendée à la délégation aux entreprises du Sénat. Laissez-nous travailler, parce qu'en France, on a effectivement de nombreux atouts. On a des équipes et des salariés qui sont extrêmement motivés, qui sont compétents. On a des idées. Mais en fait, on a des boulets aux pieds qui nous empêchent d'avancer alors que le monde bouge extrêmement vite autour de nous. On se dit, si je l'embauche et que je dois le débaucher dans 6 mois, 1 an, ça va me coûter une fortune. Donc je préfère rien faire. Donc ça, il faut absolument gagner en flexibilité. Ces patrons sont là, chargés de doléances face aux sénateurs. Et ils sont venus nombreux. Près de 30 entrepreneurs ont pris la parole un à un. Les sénateurs sont à l'écoute. Les problèmes, on les connaît, mais là, on les présente du mieux possible avec les chefs d'entreprise qui rouspètent aussi, mais ça, c'est bien le tempérament français, puis c'est normal. Des sénateurs qui viennent dans leurs usines, c'est quand même pas courant. Mais c'est une bonne chose. Une délégation venue spécialement en Vendée, un territoire riche en entreprises. Il compte 38 000 sociétés. À quelques kilomètres de La Roche-sur-Yon, les sénateurs continuent à recueillir des témoignages, à visiter des entreprises. Ici, dans cette société de bâtiments, on réclame de la simplification. La présidente de la délégation l'a entendu. On n'est pas obligé d'avoir des lois à 25 articles pour traiter d'un seul sujet. On peut faire, je pense, très simple, comme d'ailleurs savent le faire les entrepreneurs qui ont beaucoup de pragmatisme. Les sénateurs prennent en compte le poids de l'arsenal législatif français qui pèse sur les patrons et leurs entreprises. À eux maintenant de savoir répondre concrètement à leurs attentes. Allez, on reste au Sénat où l'examen de la loi sur la nouvelle organisation territoriale se poursuit. Le débat a porté aujourd'hui sur les intercommunalités.
Faustine Saint-Geniès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Faustine. Bonsoir Delphine. Alors, qu'ont décidé les sénateurs concernant le seuil des intercommunalités? Eh bien en fait le mot d'ordre c'est pas touche aux intercommunalités. C'est le mot d'ordre d'une majorité de sénateurs ici. Qu'est-ce qu'une intercommunalité? Eh bien c'est un regroupement de communes pour mieux assurer certaines compétences comme les transports en commun ou encore le traitement des déchets. Le seuil actuellement minimal est fixé à 5 000 habitants. Le gouvernement s'est dit, eh bien l'union fait la force, passons-le à 20 000 habitants. Hors de question, on ne touche pas au seuil. C'est en tout cas la volonté d'un grand nombre de voix ici au Sénat. Je vous propose d'écouter le président du groupe UMP, Bruno Retailleau. Dire à un moment donné, il faut que tout le monde ait le même chiffre, c'est stupide. La loi du nombre, c'est la loi de la sottise. Ce qui est important, c'est le bassin de vie. Ce qui est important, ce sont les femmes et les hommes. Les intercommunalités doivent être des périmètres de vie. Le gouvernement a bien essayé de mettre de l'eau dans son vin. Les sénateurs socialistes ont bien proposé un seuil à 15 000 habitants. Peu importe, c'est une grande déception. Ici au Sénat, le seuil restera à 5 000. Écoutez les sénateurs de l'opposition, leur porte-parole Philippe Kaltenbach. Donc nous souhaitons que les intercos évoluent et qu'on le fasse de manière raisonnable. Mais ne toucher à rien est une très mauvaise solution parce qu'on sait qu'aujourd'hui nos concitoyens attendent des services, attendent des collectivités qui soient dynamiques et que des petites intercommunalités n'ont pas les moyens ni d'offrir les services ni d'assurer le développement de leur territoire. Alors la bataille de l'intercommunalité, vous le voyez, est loin d'être terminée. Le gouvernement espère bien marquer un point, espère bien faire bouger les lignes lors de la lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Faustine et on s'arrête un instant sur un autre aspect du texte NOTRe. Il concerne les politiques publiques en matière d'emploi. Jusque-là mise en œuvre par le gouvernement et l'État qui gère Pôle emploi. Le Sénat souhaite les confier aux régions, exemple en Aquitaine où la région œuvre déjà pour l'accompagnement des chômeurs et pour aider les jeunes dans leur recherche d'emploi. Paul Bouffard avec Audrey Vuettaz. Ici, c'est un espace qui est ouvert au public, où vous pouvez venir en autonomie consulter notre documentation qui pourra vous aider donc dans vos recherches. Organiser sa recherche. Ces jeunes ne sont pas dans une antenne de Pôle emploi. Ils sont là pour s'informer sur les métiers et les formations. Ici, pas d'offre. Depuis 2009, Aquitaine Cap Métiers accompagne jeunes et moins jeunes vers l'emploi. Par exemple, on va voir quels sont les secteurs qui sont porteurs. La structure est régionale, financée à 80% par la région Aquitaine. Mais le directeur est formel, pas question de remplacer Pôle emploi. Ce qu'on produit ici est utilisé par nos partenaires, Pôle emploi, mais aussi les collèges, les lycées, etc., pour leur travail au quotidien. Et c'était vraiment ça le but, pas faire un guichet de plus, pas faire un opérateur de plus. Dans le jeu de la décentralisation, les régions se montrent gourmandes. Elles veulent le pilotage de la politique de l'emploi. Des disparités pourraient naître entre régions. C'est l'avis de la CGT Pôle emploi. Il en va de la coordination nationale. La lutte contre le chômage ne trouvera pas sa source dans 13 politiques métropolitaines de l'emploi. La lutte contre le chômage suppose une politique coordonnée, déterminée de développement économique qui ne peut pas ne pas démarrer par l'échelon national et de l'État central. Il y en a un qui n'est plus à convaincre. La chance de la nouvelle grande région. Alain Rousset, le président socialiste des régions de France, milite pour le transfert de la compétence emploi. Son argument numéro 1, remettre le chômeur au cœur du dispositif. L'accompagnement du chômeur, c'est à qui de le faire? Est-ce que ce n'est pas au pouvoir public, c'est-à-dire la région qui s'occupe à la fois des entreprises, donc qui connaît la situation des entreprises, qui connaît les volontés d'embauche, qui accompagne même ces entreprises parce qu'elles recrutent, qui a la compétence formation et qui a une compétence de connaissance territoriale naturelle. En 2012, lors des États généraux de la démocratie, ce transfert est une volonté affichée de François Hollande. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, le gouvernement y est opposé. 24 heures Sénat, tout de suite le débat.
Et pour parler de la transparence de la vie publique et des annonces de François Hollande, nos invités ce soir, François Patria, bonsoir, un sénateur socialiste de la Côte d'Or, merci d'être avec nous. Face à vous, Éric Doligé, bonsoir, un sénateur UMP du Loiret, merci d'être en notre compagnie. François Patria, on a entendu ces annonces pour plus de transparence, pour préserver, c'est ce qu'a dit le chef de l'État, l'esprit du 11 janvier, une république exemplaire. C'est ça aussi pour vous, l'état d'esprit qui est né de cette marche qui a rassemblé plus de 4 millions de personnes à travers toute la France? Je crois que le chef de l'État a voulu garder la hauteur qui a été la sienne au cours des jours dramatiques que nous venons de connaître. Et il y a un certain nombre de dossiers qui sont restés sans réponse depuis quelques mois, alors qu'ils avaient déjà été avancés en tant que chantier. Je pense au problème de la magistrature, de la nomination des magistrats. Je pense, bien entendu, aussi aux déclarations du Conseil d'État, publication du Conseil d'État. Les avis sont rendus publics, désormais. Les avis sont rendus publics. François Hollande ce matin. Je pense aussi au fait que de donner aujourd'hui son patrimoine une fois seulement qu'on est élu, me paraît être logique qu'on le fasse, que tous les candidats le fassent avant, pour que les électeurs soient bien informés sur la nature, sur les qualités de ces candidats. Donc c'est mieux de le faire avant aussi. C'est quelques-unes des préconisations que j'ai entendues du chef de l'État aujourd'hui qui me paraissent aller dans le bon sens. Éric Doligé, est-ce qu'une nouvelle loi sur la transparence de la vie publique pourra empêcher des affaires Cahuzac ou Thévenoud, selon vous? Non, certainement pas. On sait bien que l'affaire Cahuzac aurait existé malgré la loi de transparence qui a été mise en place. Donc il ne faut pas non plus se leurrer. Bien sûr, il faut de la transparence, bien sûr, il faut de la clarté et donner des explications aux citoyens sur un certain nombre de sujets. Mais il faut Cela ne va pas pas de soi, parce qu'on a entendu vos collègues UMP parler parfois d'inquisition, voire d'exhibitionnisme. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'exhibitionnisme potentiel sur ces sujets-là, parce que je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui gagne sa vie normalement dans des conditions tout à fait normales et moyennes serait mis au pilori par rapport à des personnes qui ont des moyens et des ressources qu'ils n'ont pas à déclarer. Donc il faut quand même avoir un peu de raison ou raison gardée. Alors la transparence, oui, qu'on déclare un certain nombre d'éléments, c'est tout à fait normal, et je ne pense pas qu'il y ait d'opposition sur ce sujet. Il ne faut jamais tomber dans l'excès. Et je pense que ce qui s'est passé ces derniers temps ont permis de démontrer qu'un certain nombre de parties de la société ne fonctionnaient pas bien, qu'il y avait des problèmes dans la justice, qu'il y avait des problèmes dans les frontières, qui étaient des vrais passoires dans un certain nombre de domaines, qu'il y avait des problèmes à l'école. C'était quand même une négation ou la négation de problèmes dans l'école il y a 3 mois, et puis aujourd'hui on découvre par hasard qu'il y a des vrais problèmes dans certains secteurs, qu'il y a des problèmes dans les banlieues. Donc il y a beaucoup de choses à mettre à jour, il y a beaucoup de... mais il faut aussi prendre les problèmes les uns après les autres et ne pas se précipiter dans tous les domaines, parce que ça sera la confusion et finalement si on comprend bien ce que dit Éric Doligé, c'est peut-être pas la priorité, c'est ce que vous dites aujourd'hui, cette question de la transparence des parlementaires et de tous les acteurs publics? Dans un moment d'union nationale, où on demande à la classe politique d'être exemplaire face à toutes les menaces qui pèsent sur notre pays, il va de soi que c'est une demande redondante. On voit bien que quand le travail n'est pas fait avant, il y a une presse qui le fait après, et qui va chercher, elle, les hiatus qu'il peut y avoir dans la vie de tel ou tel. Pour l'affaire Thévenoud, ça aurait pu être évité, effectivement. Moi, je trouve normal qu'avant de nommer à hauts fonctionnaires, parce qu'il n'y a pas que les élus politiques maintenant, à hauts fonctionnaires, à des postes clés, ceux qui relèvent de nomination du chef de l'État ou du Premier ministre, il y ait avant, pour ne pas enlever la présomption d'innocence, qu'il y ait avant non pas une enquête, mais une vérification sur, j'allais dire, la nature des biens ou des ressources de tel ou tel fonctionnaire haut gradé demain, pour qu'il n'y ait pas cette suspicion qui après pèse en permanence. Il y a une piste qui avait été avancée par M. Nadal sur la destitution des parlementaires en cas de manquement. Ça n'a pas été repris par le chef de l'État. Est-ce qu'il faut destituer les parlementaires? Non, mais je pense qu'il faut avoir des bonnes définitions au départ et savoir où l'on va. Lancer des éléments d'information comme cela, ça met encore plus la suspicion sur un certain nombre de personnes. Je le redis tout à l'heure, c'est vrai que pour le cas Thévenoud, il aurait été détecté, et normalement détecté, parce que je ne vois pas comment quelqu'un qui est dans cette situation peut en arriver là. Donc c'est une faute. Il y aura des vérifications maintenant avant chaque nomination ministérielle. C'est une faute aussi, je pense que celui qui nomme doit faire attention. Bon. Mais par contre, on l'a dit tout à l'heure, pour Cahuzac et
tout ce qui s'est passé depuis, c'est l'affaire Cahuzac. Sur la destitution alors des parlementaires, puisqu'on sait qu'encore récemment, il y avait des parlementaires UMP qui avaient été dans le collimateur de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Est-ce qu'il faut destituer ces personnes? Non, mais... On sait que Thomas Thévenoud revient régulièrement à l'Assemblée nationale, par exemple. Oui, mais alors vous faites des amalgames, si j'ose dire. Bon, là, vous citez des cas et puis après vous prenez un autre exemple qui est tout à fait différent. Il faut analyser les différents points et voir quelles sont la réalité des problèmes qui sont des accusations vis-à-vis de personnes pour lesquelles on n'a pas tous les éléments. Donc il y a 1 ou 2 cas qui se sont largement expliqués, les raisons pour lesquelles ils étaient en infraction par rapport à des nouveaux textes qui venaient de sortir, alors que les faits étaient des faits, enfin avec quelqu'un qui avait des petites... Des avoirs qui étaient détenus à l'étranger. Oui, qui étaient détenus à l'étranger, qui étaient n'avaient des pas été héritages, qui étaient des sommes, je dirais, importantes mais modestes aussi, par rapport à beaucoup de sommes qui sont annoncées ou énoncées dans beaucoup de domaines. Donc je pense que prendre des exemples qui ne sont pas bien analysés, bien émontrés, bien regardés, au travers des textes et de la réalité, c'est quand même un peu choquant. Et on s'aperçoit a posteriori qu'on a mis au pilori un certain nombre de personnes et que 3 ou 4 ans après, on dit « Ah bah oui, mais en réalité, il n'était pas en faute ». Et quand on est en difficulté par rapport à un texte nouveau, il faut regarder aussi comment le texte a été voté par rapport à une situation antérieure. Donc de rétablir... Pour le cas Thévenoud, alors qu'est-ce qu'on fait? Pour le cas Thévenoud, est-ce qu'il faut que les assemblées se saisissent de cette question et... Pour le cas Thévenoud, je pense que les politiques, le président du groupe socialiste, je ne sais pas si le président de l'Assemblée nationale, se sont prononcés en disant aujourd'hui on n'a pas les moyens de prendre des dispositions sur ce cas particulier. Thévenoud, il a déjà été destitué de facto, puisqu'on lui a demandé en 1 heure de quitter le gouvernement. Après, c'est une affaire de conscience. Soit c'est une affaire qui relève de la justice, et la justice passe derrière, ou l'administration, ou les contrôles. Moi, je pense que la destitution, c'est une sanction très lourde. Très lourde. Elle peut intervenir, je ne suis pas opposé, dans les fautes lourdes. Mais je crois qu'il y a un gradient des fautes à regarder, à examiner. Avant de dire destitution, il y a déjà les annulations d'élections. C'est que pour les comptes de campagne, c'est parfois très sévère, même parfois trop sévère pour des fautes qui sont parfois bénignes. Donc, destitution, pourquoi pas, à condition qu'il y ait un gradient des fautes qui soient commises. Là aussi, en ce qui concerne effectivement les candidatures aux élections, elles vont être à nouveau scrutées plus particulièrement, mais il y aura toujours des candidats qui passent entre les mailles du filet, si on peut dire, Éric Dolliger. Oui, mais si vous voulez, on est dans une société de 65 millions de personnes, on ne peut pas contrôler derrière chaque personne, on emploie des grands termes sur la destitution. Quand on parlait tout à l'heure, il y a quelques jours de destitution de la nationalité française, de déchéance. C'est pourtant le terme employé par la haute autorité de la transparence. C'est quand même pas très loin. Et puis on se dit, non, finalement, quelqu'un qui a commis un assassinat, on ne va pas avoir la déchéance de la nationalité française, etc. Donc il faut arrêter d'employer ces termes sans effectivement avoir fait des analyses préalables et, comme le disait mon collègue, de regarder la graduation. Parce que sinon, on va appliquer des termes pour n'importe quoi et on va mettre en difficulté au pilori des personnes qui ont commis souvent des actes qui sont extrêmement minimes et voire parfois très minimes par rapport à d'autres personnes qui commettent des actes importants et à qui on ne porte aucun préjudice. Donc il faut être prudent. Moi, je ne suis pas contre qu'il y ait des sanctions, je ne suis pas contre qu'il y ait des sanctions lourdes dans des cas qui sont extrêmement graves, mais il ne faut pas non plus faire des amalgames en permanence. Le mot de la fin, François Patria, ça sera la prudence alors pour ne pas faire des amalgames? La prudence, mais j'ai vu dans les termes du chef de l'État aussi d'autres sujets. Par exemple, la communication sur les lobbyistes dans les assemblées. Ça me paraît difficile à mettre en œuvre, même s'il est de bon ton que les gens connaissent leurs lobbyistes. Aujourd'hui, vous vous en chargez déjà. Il y a aussi le service civique, qui me paraît une bonne chose. L'objectif 170 000 me paraît très ambitieux. 100 000 serait un bon la citoyenneté, cela fera l'objet d'un autre débat. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Bonne soirée et à demain.